Oui, bonjour, donc je suis Sébastien Gilabert, j'ai 32 ans, oui. Je suis jeune entrepreneur, jeune marié, jeune papa. Oui, alors là c'est une question un peu plus compliquée. J'ai fait des études en dents de scie. Donc après le bac, je suis parti à Bastia, au lycée Paul Vidjetzine, où j'ai fait mon BTS en informatique. Et là, j'ai développé mon premier logiciel tout seul pour l'entreprise de papa, qui était une entreprise d'ascenseur. Et, euh, et du coup, j'ai pris un an sabbatique pour travailler sur ce logiciel. Puis j'ai travaillé au sein de l'entreprise de papa. Mais une chose me dérangeait, c'était que je comprenais rien au bilan, au compte de résultats, toute la partie gestion d'entreprise. Et donc, du coup, je me suis lancé dans des études d'économie. Donc, j'étais en licence 3 économique direct à Sophia Antipolis. Et, euh, et suite à ça, je suis revenu donc à Ajaccio. Enfin, je faisais en alternance entre Ajaccio et Sophia Antipolis. Et puis à la fin de mon année, mon père me dit: Bon, tu veux faire quoi? Tu continues au master? Je lui dis pas. Mon premier amour, ça reste l'informatique. Et Sophia Antipolis, c'est la technopole de la France. Il y a tout là-bas. J'ai envie de tenter l'école d'ingénieur qu'il y a sur place. Donc j'ai fait une école d'ingénieur sur place qui a été rachetée d'ailleurs, qui maintenant s'appelle Campus Innov. Et suite à l'école d'ingénieur, j'ai toujours voulu continuer à aller dans la recherche. Mais il y a une fracture entre le monde de la recherche et, l'ingénieur, et les écoles d'ingénieurs. Par chance, on avait pu faire un projet collaboratif. Alors que je cherchais quoi faire encore après l'école d'ingénieur, et je m'étais même dit, je vais faire une école de commerce pour avoir bac plus 5 des deux côtés. J'ai le laboratoire qui m'a appelé, le laboratoire de l'INRIA, l'Institut national de recherche informatique et automatique, qui m'a appelé et qui m'a dit qu'ils me voulaient dans leurs équipes. Et c'est là que j'ai entamé ma thèse au sein de l'INRIA. Donc voilà, ça a été, j'ai parcouru les deux mondes. Non, c'est déjà j'ai baigné dans le milieu entrepreneurial avec mes parents, donc qui ont monté la première entreprise indépendante d'ascenseurs en Corse. Donc j'ai toujours voulu monter mon entreprise, un petit peu par défiance envers mon père sûrement. Et finalement, une fois l'adolescence passée, j'ai travaillé avec lui. Donc j'étais à la direction de la boîte avec mon père et on travaillait à faire évoluer l'entreprise. Mais avant ça, comme je te l'avais dit, j'avais créé mon premier logiciel que j'avais vendu à plusieurs entreprises d'ascenseurs également indépendantes sur le continent. Et j'avais monté mon auto-entreprise. Et je la gardais à côté avec toujours cet objectif un jour de monter une SS2I, on appelle ça. Euh, Puis pendant la thèse, j'ai dû arrêter de collaborer avec mon père, ou en tout cas je le faisais plus ponctuellement. Et puis l'entreprise s'est fait racheter par un grand groupe international. Et c'est là un petit peu que je me suis dit, c'est maintenant. C'était en janvier 2022. Et j'avais un mariage qui arrivait, qui avait été décalé à cause du Covid, un bébé qui arrivait et un appart. Et je me suis dit, soit je vais dans le monde du salariat, soit je me mets à mon compte. Et j'ai eu de la chance d'avoir des premiers clients qui m'ont très rapidement fait confiance. Et j'ai pu faire une SS2I, qui était mon activité alimentaire, et qui m'a permis ensuite de créer la startup. C'est une société qui crée des logiciels et des applications pour des tiers. En fait, c'est à mon arrivée au laboratoire où j'ai pu comprendre quelles avancées on avait technologiquement, euh, qu'est-ce que l'IA était capable de faire. Quand j'ai compris ça, mes yeux se sont illuminés. Mon directeur d'équipe a senti que j'avais la fibre. Il a toujours dit que j'étais un chercheur, mais surtout un businessman. Et il avait compris que je voyais une utilisation pour aider le quotidien des personnes. Et finalement, c'est lors d'un repas chez mes beaux-parents que mon beau-père a été confronté à un risque, à une chute de sa maman. Et je l'ai vu paniquer et il voyait sur quoi je travaillais. Lui-même a dit: mais attends, on peut pas installer une caméra chez ma mère comme tu fais. Et c'est là que je me suis dit: mais en fait oui, il y a un vrai enjeu, hein, il y a un vrai enjeu sociétal. On peut aider les personnes avec l'intelligence artificielle. Et c'est là que a germé toute l'idée et que j'ai commencé à développer mes premiers algorithmes. Comme je t'ai dit, je suis rentré en janvier 2022. Puis en mars, je discutais avec un copain. Il me disait: mais alors toi, tu veux faire quoi? Tu fais quoi? Je lui dis: d'abord, il faut que je mange. Donc j'ai la première entreprise Hello World, mais j'aimerais avoir cet objectif qui est Neural Vision.
Donc j'avais l'objectif, mais j'avais pas le plan d'action. Et puis ce copain m'a présenté donc à la M3E la CIJE et j'ai pu intégrer le premier incubateur, tous gagnants, by UCE. Ça a été les 6 premiers mois qui m'ont permis de rencontrer une personne qui deviendra plus tard mon futur associé et, euh, et de mettre toute la méthodologie en place, de bien poser le projet sur le papier. Et grâce à ça, j'ai pu faire la résidence startup qui a été vraiment l'élément déclencheur avec le Pass Initia. Et suite à ça, j'ai pu me faire incuber chez Initia, qui est l'incubateur de la Corse. Grâce à notre système de télébienveillance, on va pouvoir couvrir de nombreux cas d'usage comme la malnutrition, la déshydratation, la sous-activité, la qualité du sommeil et bien sûr la chute. Donc on a 12 cas d'usage aujourd'hui et on va pouvoir même augmenter ce nombre de cas d'usage sur les années à venir pour couvrir le social, le médical, mais également le volet cognitif, c'est-à-dire Alzheimer et Parkinson. Comme je t'ai évoqué tout à l'heure, on envisage une solution par pathologie plus que par cas d'usage, où on va être capable d'être expert pour des personnes et d'être un soutien pour des personnes qui ont le diabète par exemple ou qui sont en situation de handicap. Et le terme, ça va pas être surveillé, mais monitorer tous les signaux de vie, par exemple si elle mange bien, si elle boit bien, si elle fait assez d'activité, et leur prodiguer des conseils pour améliorer ces indicateurs-là et ou prévenir les personnes concernées sur des situations qui peuvent être graves, donc comme la chute, le feu, l'infection médicamenteuse, ou les situations inhabituelles. Par exemple, vous mangez 3 fois par jour, vous vous lavez une fois par jour. Si demain vous mangez plus qu'une fois par jour et vous ne vous lavez plus, ça peut être signe de maladie ou de dépression. Si vous vous levez à 3 heures du matin pour regarder la télé, là aussi ça fait pas partie de vos habitudes. Donc il y a un dérèglement qui est en train de s'opérer. Et pour des personnes qui sont en situation d'isolement, en fait ça se dégrade très très vite. Oui, notamment au niveau juridique. Aujourd'hui, pour la faire simple, quand on traite des données de santé, il faut utiliser le minimum de données. De l'autre côté, pour qu'une intelligence artificielle soit efficace, il faut un maximum de données. Donc une IA dans la santé, c'est un paradoxe. Mais aujourd'hui, la CNIL est assez ouverte et comprend l'enjeu de l'IA et bien l'utilité que peut avoir l'IA dans notre quotidien. Donc est prête à engager les discussions et c'est ce qui est en cours actuellement. Oui, 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 ce qui est l'enjeu des entrepreneurs, généralement, hein, c'est de prendre une menace. Et vous savez, quand on fait les SWOT, là, il y a opportunité, menace. Moi, j'ai toujours dit que c'est une menace qu'on peut faire une opportunité ou une opportunité, si on exécute mal, peut vite devenir une menace. Donc oui, ça dépend que de l'entrepreneur et de l'exécution. Oui, c'est un enjeu majeur pour notre entreprise et pour notre territoire. C'est attirer les talents. Des talents qui vont être des data scientists ou des ingénieurs en machine learning, qui, là, on n'a pas forcément les formations actuellement sur notre territoire, qui va être résolu avec la nouvelle école d'ingénieurs Mira. Donc attirer ces talents et les faire travailler en Corse, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur demande pas de changer de travail, mais de changer de vie. Donc nous, on a pris ce parti-là quand même. On a mis les efforts et les moyens. Ça nous prend beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens, mais on le fait. Ça va être d'attirer ces talents. Alors quand on les fait venir, on ne va pas leur proposer un salaire ou des conditions de travail, mais on va plus leur expliquer les enjeux de la Corse et voir ce qu'on appelle leur corso-compatibilité. Euh, et c'est ce volet-là qui est très important, donc sur lequel on met beaucoup l'accent, parce que si c'est pour une personne qui vient ici travailler 3 mois et finalement ne se sent pas à l'aise et qu'elle reparte, on aura tous perdu du temps et de l'argent, donc on sélectionne. Et je me dis qu'avoir des personnes avec ces capacités-là et ce niveau-là, pourra enrichir totalement et notre entreprise et notre territoire, puisque elle pourra à leur tour former d'autres personnes et attirer encore plus de talents.
C'est sûr qu'il faut se faire accompagner parce que une entreprise, c'est une roue à 360. C'est une roue ronde, j'ai envie de dire. Et s'il y a un rayon de cette roue qui est moins performant, ben, c'est la voiture qui roule mal. Donc il faut prendre tous les volets, même si actuellement, pour une jeune startup comme nous, le volet le plus important, c'est la R&D. Par contre, on va avoir des sujets urgents qui vont arriver. Et c'est important de distinguer les sujets importants et urgents. Par exemple, le juridique, la propriété intellectuelle, la RH, c'est des sujets qui sont très importants et qu'il faut régler. Pour ça, ben, encore une fois, on est jeune entrepreneur, on manque d'expérience et à part avoir de l'instinct, c'est très important aussi, mais il y a des personnes qui nous accompagnent. Nous, aujourd'hui, on a de la chance d'être accompagnés donc, par l'incubateur de la Corse, ben, qui a une expérience dans ce domaine avec ses ingénieurs projets qui ont dit attention ce volet-là, et qui connaît différents timings. Pour une startup, les timings sont très serrés. Ça se rapproche presque à de l'horlogerie où, une fois que toutes les briques s'emboîtent bien, on met le dernier engrenage et ça fonctionne. Donc, il a fallu très tôt prendre en compte ces volets juridiques, RH et propriété intellectuelle. Alors, juridique, bon, ben, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, on est en discussion avec la CNIL. Au niveau de la RH, pareil, on a un cabinet sur la Corse qui nous aide. Au niveau propriété intellectuelle, ben, on a été accompagné et par Initia et par HEC Challenge Plus, qui est une autre formation qu'on fait à Paris avec mon associé, et qui nous ont donné les contacts à l'INPI, nous permettant de faire d'abord une étude de faisabilité de brevet pour voir si ce qu'on fait, ben, c'est brevetable. Vous savez que le code, tout ce qui est code, c'est pas brevetable, c'est sur le droit d'auteur. Et donc, nous ont bien expliqué la différence entre la possibilité de faire un brevet ou si c'est déjà protégé par le droit d'auteur. Donc voilà, pareil, ça aussi, c'est en cours avec le soutien d'Initia. Et enfin, il y a une étude produit qui est faite parce que bon, c'est bien beau d'avoir des belles cartes électroniques avec des bons logiciels dedans, mais à la fin, il faut enrober le tout d'un produit qui plaît et qui va euh, rentrer chez les gens. Et c'est ça le plus dur. Et donc là, on travaille avec le cabinet Subdesign, pareil à Ajaccio. Donc voilà, on a essayé vraiment de travailler au maximum sur le territoire. Bien sûr, tout ça, au niveau RH, on a un enjeu de formation très important, donc avec Aflocat, qui est là pour amener cette formation en data scientist tout dans le domaine de l'IA. On a aussi eu la chance d'être accompagné par BPI pour, pour avoir des subventions. Et également le fonds d'investissement de la Corse qui a cru en notre projet, donc Femukui qui a cru en notre projet et nous accompagne au quotidien. En plus que de mettre de l'argent, nous aide sur la mise en place de méthodologies de management et de stratégies d'entreprise. Souvent, quand on est jeune entrepreneur, on va développer un produit et pas une solution. Pour avoir une solution, il faut un problème. Donc on a été écouter nos clients. Et c'est ça le plus important, c'est écouter ses clients. Et quand vous allez les voir, il ne faut pas leur demander si ça va, si ça leur plaît, mais il faut leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Donc on leur a demandé, aux personnes âgées, est-ce que vous voulez aller en EHPAD? Non. Est-ce que vous voulez vieillir chez vous? Oui. Quels moyens vous utiliserez pour vieillir chez vous? Alors, bon, là, on a des études de marché encore en cours, mais il y en a qui disent, ben, je sais pas. Un gros manque de connaissances, donc il y a un travail de pédagogie à faire. Et d'autres nous ont répondu, par exemple, qu'ils allaient utiliser les prestataires de soins à domicile. Du coup, c'est une solution. Est-ce que vous en êtes content de ces prestataires de soins à domicile? Oui. Bon, ben, du coup, pas de problème, pas de solution. On a deux possibilités. Soit on pivote, soit on remonte la chaîne de valeur. Donc c'est ce qu'on a fait. On a été voir les prestataires de soins à domicile et on leur a demandé et vous, est-ce que vous avez un problème? Ah oui, oui. Notre modèle n'est pas scalable, il y a de plus en plus de personnes âgées, on a de moins en moins d'employés, nos tarifs sont conventionnés et on doit payer nos gars, la vie coûte de plus en plus cher, c'est l'inflation. Donc on se retrouve comme ça dans un espèce de ciseau et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et si on vous propose notre solution, notre savoir-faire, est-ce que ça vous intéresse? Ben oui, parce qu'en fait, ça va leur permettre, par exemple, d'être mieux au niveau opérationnel, d'être plus efficace, de définir les priorités chez telle ou telle personne. Ils vont devoir mettre plus de moyens humains
parce il faut que ça reste vraiment au cœur de notre solution. Et au final, notre mission reste la même, c'est-à-dire faire que les personnes âgées puissent vieillir à domicile, mais on a remonté notre chaîne de valeur. Donc ça va être des prestataires à soins de domicile comme l'ADMR ici sur notre territoire. C'est vrai que je vais citer Étienne Kruger. J'ai vu hier qu'il y a un professeur d'HEC Challenge Plus, un professeur émérite, qui dit une startup est là pour créer beaucoup de valeur et pour faire de l'hypercroissance. Bien sûr, quand on crée quelque chose, il y a toujours des sacrifices. Et souvent, ça va être au détriment du fondateur, des porteurs de projets. C'est vrai. J'ai eu beaucoup de mal au début. Ça a été le Covid a reporté beaucoup de choses, notamment, j'ai expliqué mon mariage et la venue de la petite. Et quand j'ai créé, au tout début, on a lancé l'activité, que j'étais résident startup, donc j'ai eu la naissance de la petite. Aujourd'hui, je pense que sans tout ça, j'y arriverai pas. C'est-à-dire sans le soutien de tous mes collaborateurs, que ce soit en premier mon associé, Olivier, avec qui on s'entend parfaitement, mais également le soutien de mon équipe. Je les vois vraiment pas comme des employés, mais j'ai toujours dit que c'est eux qui me portent et c'est ensemble qu'on va réaliser ce projet. Et bien sûr, j'ai mis mon associé avant, mais c'est peut-être cette personne que j'aurais dû mettre, c'est ma femme et ma fille qui croient au projet, qui croient en moi surtout et qui m'aident au quotidien. Donc après, ma vie sociale avec les amis, c'est sûr, c'est plus compliqué, il y a moins de sorties. On est là pour faire ça au moins pendant les quelques années à venir. Après, ce qui nous attend, c'est autre chose. Donc oui, on reste focalisé sur l'objectif. Et voilà, après, entrepreneur, j'ai l'impression que c'est être maître d'orchestre. Il faut pas savoir jouer de tous les instruments, c'est impossible. Donc par contre, on est là pour les guider et pour qu'il y ait une belle harmonie entre tous. Donc on va gérer les problèmes au quotidien. Ça, c'est notre boulot, on va les étrangler, mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui allons travailler sur le problème. C'est deux choses différentes. Et voilà, aujourd'hui, vraiment, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire, je le redis, parce qu'ils sont là sur les moments difficiles. Je ne vais pas dire que c'est rose tous les jours, on se prend la tête, arrivent des moments, mais essentiellement, on va tous dans le même sens. C'est le projet qui compte. Oui, donc le projet Neural Vision, c'est un projet pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées grâce à l'intelligence artificielle. En effet, on va utiliser ce qu'on appelle des capteurs optiques pour capter plus de 50 activités du quotidien avec un taux de précision de 90%. Ce qui est... Nos concurrents sont par exemple à 60% sur des technologies différentes. Donc on a une technologie qui est disruptive. Donc notre solution va s'articuler autour des boîtiers qu'on va installer dans différentes pièces qui sont autonomes, comme la cuisine, le salon, la salle de bain, et sans qu'aucune image ne soit enregistrée. On va simplement obtenir des informations textuelles qui vont être analysées pour détecter toutes les situations qui vont être dangereuses, comme le feu, l'infection médicamenteuse ou la chute, ou les situations qui vont être inhabituelles pour la personne. Si l'une ou l'autre est détectée, on va alerter ce qu'on a appelé le cercle de bienveillance. Tout d'abord, la famille, les proches, mais ça peut être le voisin, l'infirmier, et jusqu'au secours dans la minute 30 si personne a répondu à l'alerte. Notre business model, c'est la vente du boîtier, dont le prix reste à déterminer, avec un abonnement qui s'articulerait entre 40 et 60 euros actuellement. Aujourd'hui, dans notre équipe, donc, je suis le CEO et le fondateur de la boîte et je vais m'occuper de toute l'équipe R&D qui se constitue actuellement de 5 à 6 personnes. Et de l'autre côté, mon associé Olivier qui s'occupe de la partie sales et marketing de l'entreprise. Actuellement, nous sommes toujours en R&D, en recherche et développement, et on devrait finaliser cette R&D pour la fin d'année, pour entamer la phase de test sur le premier semestre 2025, pour une commercialisation prévue deuxième semestre 2025.